continue à penser que la fonction publique hospitalière et l'hôpital public, les établissements médico-sociaux aussi, sont essentiels. C'est un endroit où j'ai ma place parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Personne n'a de baguette magique et je pense pas que je révolutionne un établissement en y arrivant et même pas en y travaillant des années. Il y a toujours quelque chose à en apprendre. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que ce qui fait que je peux avancer en tant que cadre, c'est que j'ai pris le temps de me voir pédaler. Je sais les points forts, je connais mes petits points de vigilance, je sais aussi ce que j'aime moins faire et je me sers de tout ça en fait. Et l'avantage, c'est qu'à la fois je me vois pédaler, mais je pense que j'ai appris à voir pédaler les autres et à essayer de me dire bon, comment on peut fonctionner en tandem pour qu'on déraille pas ensemble. On a besoin de se rappeler ce qui fait sens. Et de mon parcours, je retiens que c'est peut-être un des trucs que je fais le mieux. Donc, moi, je pense que je suis à ma place. Voilà. Je m'appelle Sandra Fauvet. Je suis actuellement directrice d'hôpital dans la fonction publique hospitalière. Je ne suis pas vraiment née dedans. J'ai commencé à travailler dans le secteur associatif à but non lucratif dans une grosse association qui s'occupait de l'accompagnement des personnes atteintes d'un handicap physique ou mental. J'ai commencé par faire du droit et puis je suis rentrée en IEP. Et donc je suis diplômée de Sciences Po, en fait, tout simplement. Ce que j'imaginais, en tout cas à l'époque, avant que je rencontre le principe de réalité, c'était que j'allais passer un concours international de type ONU. Et en fait, dans cette perspective, c'est comme ça que j'ai postulé à ce premier emploi dans cette association à but non lucratif. Tout simplement parce que, à l'époque, pour passer les concours de l'ONU, il fallait pas que plus 5 ans d'expérience dans un secteur médico-social. Et assez vite, j'ai travaillé sur la question de la formation des professionnels et de l'accompagnement de nouveaux métiers dans cette association. J'y ai fait 5 ans et j'ai appris quand même beaucoup de choses sur l'éthique de travail, l'accompagnement de personnes qu'on considère comme fragiles et aussi comment faire grandir un professionnel dans sa pratique. Ça m'a beaucoup intéressée et c'est à cette époque que j'ai été recrutée par la DRH d'un gros centre hospitalier pour être agent administratif au sein de l'établissement. C'est là que j'ai découvert l'hôpital et je ne me l'explique toujours pas, mais en tout cas c'est un secteur qui m'intéresse, dans lequel je m'épanouis beaucoup. Je trouve qu'on apporte déjà, bon, il y a un vrai sens à ce qu'on fait, même si certains peuvent se dire qu'un administratif à l'hôpital, c'est pas la première fonction à laquelle on pense, c'est évident. Mais on apporte au fait que l'hôpital tourne en fait. Hein. Au final, moi j'ai toujours pensé qu'en tout cas notre rôle c'était de mettre les bons moyens au bon moment pour que la population puisse avoir une réponse à ses besoins. Je me suis plus dans ce que j'ai fait, je me suis vraiment plus à l'hôpital et je me suis dit que finalement, peut-être je pouvais y apporter quelque chose moi aussi. Peut-être parce que j'en suis aussi un pur produit. J'aurais pas fait de longues études s'il n'y avait pas eu l'éducation nationale. Ma famille, plutôt un passif ouvrier, c'est pareil, mes parents n'auraient pas progressé s'il n'y avait pas eu le service public, je pense, l'éducation. Donc oui, j'y crois et je pense que c'est un bien qu'on peut rendre aux autres. Donc finalement, ça me semblait logique. Après, c'est vrai que quand on s'engage dans cette démarche, alors ça peut paraître paradoxal, je me projetais dans un concours de l'ONU, mais en même temps, quand je suis rentrée à l'hôpital, moi j'y suis allée très modestement, en me disant est-ce que déjà je peux le faire ça ? Bon, ça je peux le faire. Est-ce que l'étape d'après, est-ce que je peux y arriver aussi ? On se censure un peu beaucoup parfois en se demandant si on peut prendre plus de responsabilités. Est-ce qu'on va
être un bon professionnel en évoluant. C'est pas forcément simple. Donc le projet de passer le concours de l'EHESP, oui, c'est un projet personnel, effectivement, en me disant que je pouvais sans doute apporter quelque chose en tant que directrice. Et puis, faut pas oublier non plus, c'est un projet collectif aussi, parce que dans ce cas-là, il y a une mobilité, on fait 2 ans à Rennes, on a des stages. On sait aussi que pour évoluer professionnellement, il faut bouger de temps en temps dans sa carrière, que ce soit géographiquement ou de poste. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial qui adhère et qui soutienne le projet aussi, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai pris un poste de direction d'un petit établissement. Et c'est là où je me suis posé quand même beaucoup de questions sur ma posture. Finalement, passer d'adjoint à directeur, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en formation, mais on apprend surtout comment gérer, comment manager les autres, mais pas forcément comment se gérer soi. Et finalement, c'est un petit univers, un établissement sanitaire ou médico-social où se jouent quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on accompagne des humains. Les humains qui accompagnent les humains, ils ne sont pas forcément toujours dans des situations faciles parce qu'ils sont confrontés à de la maladie, à de la mort, à de la dégradation, à parfois une impuissance. Et pour certains, c'est compliqué. Et au final, quand on est directeur d'une petite structure, en tout cas moi, le bureau était toujours ouvert, donc les agents viennent facilement vous confier leurs problématiques. Mais derrière l'affect, il y a des vraies questions d'organisation aussi. Et donc à un moment, je me suis quand même demandé, mince, qu'est-ce qui est vraiment dans ma banette en tant que responsable là-dedans? Parce que les gens allaient mal, mais parfois, il y avait des choses qui correspondaient vraiment à l'organisation, qui correspondaient vraiment au milieu du travail. Ça, c'était à moi de m'en saisir. Puis il y a des choses qui étaient plus interpersonnelles, parce que forcément, des liens se nouent. Enfin, quand on accompagne des personnes en fin de vie ensemble, il y a forcément des liens professionnels qui se nouent, et ça peut créer, je dirais, parfois des relations fortes, parfois des relations fortes dans un sens négatif. Donc voilà, et je pense aussi que c'était un établissement, en tout cas, qui avait connu des moments qu'ils avaient vécu comme difficiles. Et je crois que effectivement, moi, je voulais les accompagner sans pour autant entrer dans une relation qui était de l'affect, même si le nier, à mon sens, ne permet pas d'avancer sur la question de pourquoi on en est là aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai fait un coaching pour essayer de trouver ma juste posture, parce que je voulais à la fois accompagner ces gens, mais pas rentrer dans leur vie. Et c'était, en tout cas dans ce petit établissement, c'était vraiment le cas. On était le premier employeur du bassin. Voir les patients et les professionnels, et parfois les membres d'une même famille. Enfin, il fallait que je fasse le tri dans toutes ces pelotes. En fait, dans ce coaching, je me souviens d'une chose qui m'a marquée. C'est qu'on m'a rappelé, finalement, de quoi es-tu le garant ? Personnellement, on est le garant que les résidents soient bien accueillis, avec humanité, avec les moyens nécessaires, et qu'ils soient soignés correctement. Donc une fois qu'on a cette ligne-là, ça déroule assez facilement le reste. Parce qu'effectivement, il y a des choix à faire. Par exemple, parfois, on est confronté à des choix économiques, hein, on le sait. Donc, oui, parfois, ça peut être un peu complexe, mais finalement, on peut toujours se rappeler de quoi es-tu le garant. Moi, ça me permet d'avancer. Et j'ai choisi l'approche systémique. Et ça m'a plutôt bien convenu. D'abord, ça m'a permis d'identifier un peu les choses sur lesquelles je dois garder une certaine vigilance. Et puis, ça m'a donné la capacité d'analyser comment fonctionnait finalement ce petit écosystème qui est très bourdonnant, qui dès l'extérieur peut sembler compliqué.
Quand on n'est pas du milieu, on peut paraître très opaque et très étrange. Donc ça m'a aidé à repositionner les choses et ensuite, vraiment ce à quoi moi j'ai cru tout au long de mon accompagnement des professionnels, c'était de se dire ce sont des professionnels. Parce qu'on a un petit péché originel, je pense, dans la fonction publique hospitalière, c'est que notre origine, nous étions des hospices. Et aujourd'hui, on entend beaucoup ça, les soignants ont la vocation. Et donc du coup, ils ont la vocation, ils adorent ce qu'ils font, ils peuvent le faire à n'importe quel moyen, dans n'importe quelle condition. C'est pas le cas, c'est des professionnels. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'ils aient le bon temps, le bon moment, la bonne formation et les bons outils pour le faire. Donc j'ai commencé dans cet établissement. Après, je suis devenue adjointe dans une plus grosse équipe parce que j'aime bien peser mes décisions. Et quand on est tout seul à les prendre, c'est pas forcément simple. Moi, je pense que mes collègues directeurs de structures médico-sociales ou de petites structures qui se trouvent sans équipe de direction et qui doivent pondérer seuls, y a une certaine responsabilité, un certain poids qu'on porte et qui peut être usant. Et au final, c'est bien de là se rappeler aussi qu'on n'a pas la vocation et qu'on est aussi des professionnels et qu'il faut savoir couper un peu de temps en temps. Donc intégrer une équipe, pour moi, c'était la façon de pondérer un peu mes décisions, de discuter avec un autre collègue, d'échanger et de travailler ensemble. En plus, d'un point de vue intérêt professionnel, les tailles d'établissement, plus l'établissement va être un peu plus grand, plus on peut se permettre de développer des projets. Je pense aussi que de toute façon, en termes d'organisation, en termes de décision, les décisions où on a pris le temps de concerter les professionnels métiers, ceux qui vont vraiment finalement vivre l'organisation, ceux qui vont la déployer, c'est toujours du temps de gagner. Et ça permet aussi d'aller vers plus d'adhésion à finalement l'organisation qu'on va mettre en place. Donc je m'en suis effectivement beaucoup servi quand il a fallu revoir les organisations. L'objectif c'était est-ce qu'on a un volant de manœuvre sur l'organisation du temps de travail. Donc on a été vers les professionnels, mais on leur a pas demandé combien de temps vous voulez travailler parce que ça n'a pas... Le sens est perdu dans ce cas-là. C'était plutôt comment vous voulez travailler, combien vous voulez être par jour, qu'est-ce qui est important par rapport aux besoins des personnes que vous accompagnez aujourd'hui. Et donc, on a pris le temps de faire ces échanges et ça nous a permis de trouver une organisation qui a été partagée par tous et qui, au final, répondait aussi à la situation financière de l'établissement. Bon, c'est un bon alignement des planètes. Parfois, on est obligé d'aller vers un compromis. Mais en tout cas, oui, je crois qu'il faut aller toujours écouter les utilisateurs métiers. Et je continue à travailler comme ça aujourd'hui à quelques strates où je suis. En matière d'organisation, il faut être modeste. C'est la toile de Pénélope, il faut y revenir tous les jours. En tout cas, dans mon milieu. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'organisation marche là, maintenant, en septembre, qu'elle fonctionnera en décembre quand il y aura une grosse vague de bronchiolite et qu'on aura énormément d'enfants à hospitaliser. Donc, il faut penser pas en cadre rigide, en fait. Il faut penser en organisation plus souple et il faut accepter de revenir sur son précédent travail. Donc il faut ouvrir ses horizons. Quand je dis que les organisations bougent, oui forcément elles bougent, on l'accompagne et on a déjà finalement nos petites barrières, les cadres de notre toile de Pénélope pour faire en sorte de continuer à avancer sur le dessin global. J'étais sensible à l'émotion des autres. Alors peut-être que je me suis dit, injustement, qu'une bonne décision managériale devait faire fi de l'émotion. Vous voyez, quelque chose de très rationnel.
Et j'ai pas été convaincue par ce fait-là. Donc il a fallu que je trouve un moyen de manager en moi-même ces deux aspects-là. Peut-être que c'était une forme de préservation en se disant bah, si je mets pas d'émotion, ça va bien se passer pour moi. C'est une erreur voilà, que j'ai assez vite corrigée. D'ailleurs, je pense même pas que dès le départ, j'ai pris des décisions complètement froides, en fait, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas raisonnées. En fait, c'est cet équilibre-là que j'ai réussi à faire dans ma tête. Je me suis dit, bon, c'est pas parce qu'on tranche quelque chose en étant raisonné avec tous les éléments qu'on a, en se rappelant de quoi on est le garant, que effectivement, on est dans la totale froideur et la relation à distance avec l'ensemble des professionnels. En plus, ma première expérience était dans un grand CHU avec quand même pas mal de directeurs très expérimentés, donc ça met une petite pression quant à la fonction, faut pas se le cacher. Je dirais que, bon, une fois que j'ai eu les indices que je savais faire, que ce que je faisais n'était pas complètement irréaliste, que ma façon d'accompagner les gens permettait de faire avancer les établissements et les projets, oui, forcément, à un moment, je me suis dit, pourquoi pas progresser. Après, moi, ma seule ambition est de faire correctement mon travail. Et en tout cas, de permettre à un système de fonctionner correctement parce qu'il est essentiel. On répond à des besoins de santé de population. Et sur certains territoires de santé, ce sont des énormes besoins parce que les indicateurs sont tellement catastrophiques qu'il y a beaucoup à faire. Et donc, je suis peut-être un peu optimiste. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se dit je suis là, j'ai mes compétences et je suis légitime et qu'on va aller vers les gens avec cet état d'esprit, ça se passe bien. Enfin, généralement, ça se passe bien. Je pense qu'aussi, savoir écouter les contraintes qui sont propres à une autre profession, les intégrer et les comprendre, ça aide, c'est évident. J'espère aussi que ça se fait dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que j'essaye beaucoup de faire de la pédagogie sur quelles sont les contraintes de mon métier, de ma prise de décision. Je pense que quand on est transparent là-dessus, le dialogue est beaucoup plus simple. La question de la gouvernance, je dirais pas que c'est une question qui est sans cesse remise sur la table, en tout cas aujourd'hui, en se disant il y a eu beaucoup de réflexions, quelle place de tout à chacun, mais aujourd'hui on a quand même des instances, et dans ces instances, chaque corps de métier est représenté et ça permet l'échange entre nous. Le président de CME qui représente la CME, Commission médicale d'établissement, qui représente la communauté médicale, c'est un lien fort aussi entre la direction, les médecins. Il joue un rôle très important et tout ça facilite un peu le dialogue. Effectivement, on pourrait penser que on est un drôle de tabouret à trois pieds entre l'administratif, le médical et le personnel soignant. Et finalement, qu'on s'équilibre jamais. Mais la gouvernance a mis en place toutes sortes d'instances de dialogue qui nous permettent d'échanger chacun sur nos contraintes et d'essayer d'avancer. Je dis pas que... Attention, hein, c'est pas naïf, hein, je dis pas que tout le monde, tout se passe toujours bien et que c'est parfait. Je dis qu'on a aujourd'hui les outils, en tout cas, et qu'on peut essayer de s'en saisir. Et je dis pas non plus que ma pratique, elle est toujours parfaite, mais en tout cas, j'essaye. En tout cas, j'essaye. On n'aborde pas les projets en se disant... je vais laisser mon empreinte, c'est comme ça que j'agis. Non, aujourd'hui, c'est la façon de fonctionner qui va me sembler la plus juste sur cet établissement, avec ces problématiques-là et sur ces besoins-là. Ensuite, moi, je pense qu'à partir du moment où un cadre est posé, qu'il est clair, qu'il est partagé, la routine, elle s'installe de fait dans l'équipe. Et ça peut être tout à fait... ça peut être rassurant et c'est très bien. Limite,
J'aimerais créer les moyens qu'on n'ait plus besoin de moi. Voilà, c'était une de mes adjointes qui m'avait dit un jour vous arriverez à supprimer votre poste et peut-être ce sera le cas. Quand on a fait un cycle de 15-5 ans, qu'on a mis beaucoup de choses en place et finalement qu'on a accompagné beaucoup de choses, est-ce qu'on va réussir à se réinventer dans cet établissement? C'est peut-être un peu plus simple de se dire, là, j'ai activé tous les leviers que j'avais, il y en a peut-être d'autres à mettre en place, mais aujourd'hui, je sais pas si c'est moi la bonne personne pour mener ça aussi dans cet établissement. Donc voilà, il faut savoir passer la main à d'autres idées et à d'autres façons de fonctionner qui apporteront tout autant à l'établissement. Même si, bien sûr, encore une fois, moi, chaque fois que je suis partie d'un établissement, c'est pas facile parce que, effectivement, il y a un attachement au territoire, il y a un attachement au projet qu'on a mené, à ce que représente la structure, et puis une relation au professionnel qui est importante quand même. Ouais. Et finalement, en fonction de la taille de l'établissement, ce nombre de projet qu'on peut développer, il peut se restreindre. Au bout d'un moment, il y a aussi une histoire de capacité d'investissement. Voilà, donc je pense que c'est le moyen d'aller et de tester de nouvelles choses. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'à un moment ou à un autre, on puisse s'ennuyer dans nos fonctions, puisqu'on est sur un secteur qui est tellement fluctuant, qui peut changer, qui peut, du jour au lendemain, on doit repenser complètement sa façon de fonctionner. Non, je pense pas qu'il y ait une question d'ennui, peut-être une question de défi un peu personnel, voilà. Bon, ça j'ai réussi, est-ce que je peux réussir ensuite? Donc c'est sûr que c'est motivant, et puis alors, bon, il y avait aussi une réalité géographique. L'établissement était dans ma région d'origine où j'aurais aimé rentrer. Hein. Ça compte aussi, bien sûr. Mais en tout cas, je dirais que quand on a une expérience qui finalement s'est pas si mal passée, on a envie. Finalement, je fonctionne toujours je suis toujours dans mon petit escalier. Je monte une marche en plus. Comment ça se passe dans un plus gros établissement? Ce qui fait que j'ai l'impression de garder mes fondamentaux, mais de réinventer ma fonction à chaque fois. J'ai commencé adjointe dans cet établissement plus gros, mais entre-temps, il y a eu mon temps de permanence syndicale. Peut-être que le contexte m'a forcé à me poser des questions. Un contexte qui n'était pas forcément plus compliqué qu'ailleurs, en fait, finalement, qui était juste un intérim qui a duré un peu longtemps, ce qui fait qu'on se retrouve avec une équipe un peu plus réduite, donc avec une plus grosse charge de travail, mais juste, forcément, c'est une situation à laquelle je ne pouvais rien changer, puisque ce qu'il fallait avoir, c'était le recrutement d'un directeur général qui a mis un peu de temps à arriver, mais parce qu'il fallait le bon candidat aussi, et ça s'entend, hein, il n'y a pas de question. Donc là-dessus, forcément, j'avais pas la main. Donc on peut penser que je la subissais, mais c'est une réalité que connaissent beaucoup de mes collègues. Voilà. Là, je trouvais que ça faisait quand même 18 mois, c'était un peu long. Du coup, on avançait différemment. Mais ça, c'est pas forcément ça. C'était plus le moment où je me suis dit, est-ce que aujourd'hui, nous, finalement, en tant que professionnels, on a aussi de bonnes conditions de travail. Voilà. Je m'étais pas pensée sur ma situation personnelle. Vous savez, à force d'être tout le temps, alors peut-être du coup, c'est impliqué par cette charge de travail qui avait un peu grossi par la force des choses, mais qui n'était pas non plus une difficulté insurmontable. On sait tous que c'est un temps qui était amené à s'arrêter, c'était pas la question. Mais peut-être qu'en tout cas, finalement, je prenais plus le recul que je prends habituellement sur tiens, aujourd'hui, je me repasse ma journée, j'ai fait ça, bon ça a été, bon ça, faudrait que je corrige. J'avais plus le temps de le faire.
peut-être. Et du coup, je me suis peut-être sentie débordée parce que je prenais plus le temps de faire mon pas de côté moi-même. Et que je me suis dit, mince, peut-être je suis pas la seule finalement à avoir des difficultés à prendre ce pas de côté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma profession à moi? Et oui, je dirais que l'implication, l'engagement syndical a été une façon de le faire pour moi. J'ai toujours été syndiquée. Alors après, je vous ai dit que ma famille était une famille ouvrière du Nord et mon arrière-grand-mère était une déléguée syndicaliste de filature. Bon alors peut-être j'ai toujours été élevée, en tout cas dans la notion de ce que c'est qu'un combat syndical. Mais c'est vrai que quand j'ai pris mon premier poste, je me suis naturellement syndiquée à la CFDT et j'y suis restée. Je pense qu'en termes d'expression, c'est logique, hein, la position d'un syndicaliste est différente de celle d'un fonctionnaire qui a son devoir de réserve. On n'a pas les mêmes libertés d'expression. Peut-être que là, parfois, quand on occupe les deux casquettes en même temps, ça doit être un peu plus compliqué, mais on sait à quel titre on s'exprime et quand on s'exprime à quel titre. Donc à partir du moment où les règles du jeu sont clairement établies, encore une fois, je leur dis, une fois que le cadre est clair, je pense qu'il y a moyen effectivement de travailler avec ces deux missions. Je l'expérimente parce que je reste militante dans l'âme, bien sûr. Alors, je m'étais engagée sur un cycle de 4 à 5 ans maximum. Je découvre que l'image que j'en avais n'était pas du tout, pas du tout, en tout cas pas tout à fait celle de la réalité d'exercice. J'ai trouvé ça presque normal qu'il y ait du flux, parce que ça voulait dire qu'on était nécessaire. Je ne pensais pas peut-être avoir autant d'accompagnement de collègues, en fait. Je ne pensais pas que j'avais autant de collègues qui avaient besoin d'accompagnement. On discute sur beaucoup de dossiers et finalement ça m'a permis moi de retrouver mon métier. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'était une autre façon de le regarder peut-être. J'ai juste changé l'angle. Je me suis dit, ah mais oui, c'est ça que je fais, mais c'est bien en fait. J'avais oublié. Voilà. Parce que finalement, au début, je me suis toujours mis au service de l'établissement. Et donc, j'ai adapté mon métier en fonction de ce qu'attendait l'établissement. Là, je dirais que je sais que je continuerai à adapter ma façon de manager à ce qu'attend l'établissement. C'est normal. Mais peut-être que j'ai une colonne vertébrale un peu plus dure.